Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce mardi 22 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire une passe sur les nouvelles qui sont relativement denses, hein. On a quand même pas mal de choses à voir. Ensemble, on va faire un focus sur Frame.tech, forcément, on va aller parler des BRICS, parce que c'est en train de se rapprocher, on va aller parler de PayPal, et ensuite on ira sur les cours qui ne bougent pas, justement, qui nous montrent des signes d'apathie totale, et qui nous font questionner sur pas mal de choses, sur le cycle où nous sommes, et c'est ce qu'on va regarder ensemble, et vous allez voir que c'est très intéressant, et ça commence tout de suite. On commence tout de suite par parler de Frame.tech. Alors ça, je vous en ai parlé déjà dans la vidéo d'hier légèrement en vous disant que j'étais en train de tester. En effet, j'ai testé et j'ai retiré mon profil tout simplement parce que j'aime pas le concept en lui-même. Donc il y a un très bon article de Cryptos qui explique en fait tout le concept exactement pour faire très simple. Vous allez lier votre compte Twitter au compte Frame.tech dans lequel vous allez pouvoir inviter vos followers à passer sur justement Frame.tech, qu'ils auront accès à un channel de discussion, et vous allez fractionner votre compte directement, ce qui possède le channel de discussion, en parts, en actions, en tokens, dans lequel vous allez pouvoir vendre directement à vos propres followers, qui eux-mêmes toucheront des revenus potentiels des ventes subsidiaires. Vous allez pouvoir définir des frais de transaction dessus, donc des frais de trading, c'est ce que vous allez toucher, et la plateforme prélève 5% de frais sur chacune des transactions effectuées sur justement Frame.tech. Donc là-dessus, on a quand même une grosse valeur principalement liée à Frame.tech, mais pas forcément à la plateforme, enfin aux utilisateurs en eux-mêmes. Globalement, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que ça ressemble vachement à une pyramide Ponzi déguisée et autrement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je vais rester très loin de ça, à moins qu'il y ait une refonte au niveau de leur utilisation. L'autre chose qui me fait rester relativement loin, c'est que on a quasiment 100 000 utilisateurs qui ont été divulgués. Alors leur wallet, c'est leur wallet base, hein, donc là-dessus il y a moins de problèmes, à moins qu'ils aient relié, qu'ils aient envoyé directement des ethers de leur wallet officiel vers le wallet base. Donc là oui, par contre ils sont fait totalement dox et ça va être très compliqué, donc déjà là-dessus je resterai loin, même si Friends en lui-même a réfuté que c'était une fuite et que ce n'était pas le cas, que c'était encore autre chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc moi je reste relativement loin par rapport à ça, d'autant plus qu'on commence à avoir des nouvelles qui pour moi sont pas forcément positives. Donc on a Aavo qui a listé en fait un perpétuel sur Frame.tech, donc sur les acomptes de Frame.tech. C'est le même principe, on commence à avoir donc de la spéculation extrême sur des comptes d'information. Donc je ne vois pas en fait l'intérêt là-dessus. Donc pour moi on est quand même très loin. L'idée elle était plutôt bonne dans le concept, mais dans l'application on est vraiment très loin et on est quand même relativement proche d'une pyramide de Ponzi. Donc on reste loin de ça. On continue avec PayPal. PayPal donc qui a lancé il y a peu son nouveau stablecoin, enfin officiellement a fait l'annonce. Le lancement sur les différents comptes n'est pas encore totalement fait, il y a que très peu de comptes qui sont en test actuellement. Et là on a un article qui est plutôt bien fait, qui nous explique pourquoi justement PayPal va subir des problématiques légales et va avoir des soucis de fonctionnalité. Alors l'article est très bien fait, je vais vous le mettre de toute façon comme d'habitude en thread Twitter à la fin de cette vidéo, dans lequel vous allez avoir toutes les informations. Mais ce qui est important de voir, c'est que le spécialiste explique que PayPal va avoir beaucoup de mal, va avoir beaucoup de soucis légaux à traiter, parce que justement c'est un acteur de la finance comportant énormément de comptes mondialement, qui va lancer une nouvelle monnaie à travers un stablecoin. Donc c'est quelque chose qui est totalement différent de ce que l'on a pu connaître avant, et donc forcément il y aura une partie réglementaire qui risque d'être relativement lourde. L'autre chose, c'est qu'il définit que, étant donné qu'ils utilisent Ethereum sur une vieille implémentation, ça risque d'être limitant en termes de fonctionnalité, et que ce serait peut-être intéressant de changer cette partie-là. Ça reste à voir, mais PayPal, le fait que PayPal rentre dans le domaine des stablecoins, donc apporte une visibilité aux cryptos à travers l'utilisation réelle de stablecoin, donc de la crypto, pour faire du transfert monétaire, c'est plutôt positif sur le long terme. Parlons de monnaie, on a le retour que l'on peut avoir au niveau des BRICS sur un des officiels de l'Inde qui explique que la discussion sur la monnaie des BRICS, donc qui fait beaucoup parler d'elle, adossée à l'or a priori, n'est pas d'actualité, ne se fera pas tout de suite, parce qu'ils veulent tout simplement discuter avant tout d'un framework sur leur monnaie actuelle, d'accord? Donc les accords de transfert monétaire actuels par rapport
aux monnaies existantes, et ce sera le sujet en fait de leur réunion qui arrive sous quelques jours. Donc je ne pense pas qu'on va avoir de grosses nouvelles au niveau des BRICS, et ça fait un peu écho avec justement l'idée que je vous avais donnée, c'est qu'on avait fait une première annonce pour mettre un gros coup de pression, mais que ça mettrait quand même du temps à se mettre en place, et une fois qu'elle sera lancée, il faudra qu'on ait une adhésion, et ça encore une fois, ça se mettra en place. Je pense plus que là on va rentrer dans une dynamique où on va renforcer les BRICS, donc faire rentrer des nouveaux membres, avant de pouvoir lancer justement la monnaie BRICS, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, et que dans tous les cas, pour que la monnaie fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs, pour qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs, il faut déjà de base que les BRICS soient renforcés, c'est un peu leur démarche. Au niveau du calendrier, bon, on n'a pas grand-chose, hein. Aujourd'hui on a les ventes de logements existants, et demain on tombera sur les PMI en août, là on risque d'avoir un petit peu de mouvement, mais ça sera relativement faible. Vendredi, hein, toujours les discours. Par contre, on a un petit début de semaine qui est plutôt agressif et positif sur le SP500, où on voit qu'on a une petite chandelle de lundi qui est sur une forme de rebond sur le niveau classique, hein, de Fibonacci qui est le 236, donc on est vraiment dans un retest simple, on a quand même cassé ici le lot bien présent là, donc on est pour moi bien dans cette dynamique ici de potentiellement rebond avant de faire une continuité baissière A, B, C, donc c'est un petit peu ce que je vis. Si jamais on reteste ici et que j'ai un signe de faiblesse, à ce moment-là certainement je rentrerai en short pour accompagner ce mouvement, surtout que au niveau de l'oil, donc au niveau du pétrole, on a quand même un signe qui est assez intéressant, donc j'avais suivi cette partie là dans laquelle on est allé retester la partie haute, donc qui est plutôt cohérent, hein, d'accord, donc agressif, on remonte retester, et ensuite mouvement baissier, je suis rentré dans cette zone-là, donc là actuellement je suis en train d'accompagner le pétrole petit à petit. Pour moi je vais attendre vraiment la rupture de ce niveau-là pour se dire que ici on sera vraiment dans une continuité baissière. La target que je vise dans un premier temps c'est 1 et 1, donc 76 et 75, très intéressant d'ailleurs parce que c'est le retest du range baissier, d'accord, du range bas. Là on est plutôt dans une phase de structuration haussière, donc si jamais on casse ce niveau-là, ça sous-entend que là on valide bien la rupture de la traîne haussière, et donc ici on irait chercher ces premières targets pour voir est-ce qu'on reteste pour refaire un haut de canal haussier, ou si on s'enfonce, on break, on casse, et donc à ce moment-là on va retester le bas de canal à 68, et donc encore une fois j'accompagnerai. Ça c'est plutôt positif pour l'inflation, le fait d'avoir une cassure baissière, faut voir quelle va être la réponse justement de l'OPEP par rapport à ça, est-ce que oui ou non on va avoir un renforcement, enfin de la diminution des barils, de la génération et de la production des barils. Alors, le BTC ne bougeant assez peu, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. J'ai envie de vous proposer une vision liée à la fractalité. Vous savez que je suis pas forcément fan de la fractalité en tant que telle, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut être très utile, notamment dans la compréhension des cycles, parce que BTC a un cycle, la crypto a un cycle lié au halving, non pas lié à la cyclicité purement d'un actif, c'est quelque chose qui est vraiment maîtrisé, principalement par rapport au halving. Je vous ai expliqué dans de nombreuses vidéos pourquoi le halving est important, c'est la diminution par 2 du chiffre d'affaires des mineurs, d'accord? Donc on est derrière, on divise par 2 le chiffre d'affaires d'une industrie effective. Donc forcément, on va avoir un impact sur les marchés qui va être beaucoup plus gros que tout simplement un simple cycle de marché classique. On sait que les cycles de dos existent et sont visibles, généralement plus longs, et surtout pas millimétrés tous les 4 ans, d'accord? C'est quelque chose qui varie en fonction des actifs et en fonction de la systémique des bulles. Donc on est dans quelque chose qui est un petit peu différent. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, c'est de déterminer que dans un cycle de 4 ans, donc là j'ai les halvings en pointillé, je vais avoir des phases. Je vais avoir une phase haussière, qui dure généralement 364 jours, une phase baissière, une phase ici de neutralité qui est un petit peu différente en 2015 et 2016, et une phase haussière, d'accord? Donc on a vraiment cette démarche dans les 4 ans. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc on passe dans le bull run de 2016 à 2020, où on a cette phase haussière effective qui s'est effectuée jusqu'en décembre 2017, phase baissière, donc pareil, 574 jours, donc celui-là était très très long, 357 jours de phase baissière, exactement comme l'identique. Là on a une seconde phase haussière, d'accord, donc on a bien la phase baissière, phase de rebond effectif, avec 210 jours, et ensuite une nouvelle phase baissière, 245 jours avant d'entamer le nouveau bull run, donc la nouvelle phase haussière. Pareil, une nouvelle phase haussière que l'on a eu, 600 jours, très longue, hein, très longue, grâce à ce justement double top que l'on a eu, donc cette distribution effective avant d'avoir la cassure baissière, et là, cassure baissière, 371 jours, donc on est quand même à peu de choses près en termes de jours sur la phase précédente, hein. Quand on regarde, c'est assez
troublant de voir la cassure baissière que l'on a eu qui s'est terminée principalement par FTX. Et là, on n'a pas eu de phase de neutralité comme on avait pu voir en 2015. On a bien cette phase d'accélération haussière identique à ce qu'on a pu connaître ici, d'accord, cette phase d'accélération haussière, 210 jours précédemment, et là on a quoi, 238 jours, quand même relativement proche. Donc là, si on suit cette pattern qu'on a connue justement en 2018-2019, on serait dans une phase de retracement effectif qui durerait quelque chose près de 245 jours. D'accord, 245 jours, on irait chercher potentiellement, hop, quelque chose dans cette zone-là. J'ai tendance à dire qu'on va pas être dans quelque chose qui va être aussi long, hein, on est plutôt dans une dynamique qui risque d'être peut-être plus courte, parce que quand on regarde là, normalement on se termine avec un halving qui est quand même beaucoup plus proche, hein, d'accord, qui est enfin beaucoup moins proche que là. Donc 77 jours, ça représente quoi? Hop, 77 jours, on serait dans les alentours du 5 février. Non, excusez-moi, je vois pas la date parce que j'ai ça. On va juste pousser ça. Et je vous explique pourquoi je l'avais mis au 5 février. Vous allez comprendre. Donc on serait dans les alentours, bah c'est du 5 février. Je n'ai rien dit, 5 février. Et moi, je les avais placés de cette façon-là, 19 février exactement. Donc pourquoi j'ai mis une double bande? Parce que j'ai remarqué assez vite que généralement on a un mouvement haussier effectif qui se met en place quelques jours / semaines avant le halving, et là c'est pour moi en fait la zone d'intervention dans laquelle on touchera potentiellement ici la deuxième partie de retracement. Vous allez me dire, deuxième partie de retracement, pourquoi? Bah j'aimerais vous présenter ce graphique, donc qui est l'écho de ce que je vous ai présenté hier, la discussion qu'on a eue hier, cette notion de biais très important. Je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas fait, c'est une quotidienne qui est très importante, je pense, pour bien se remettre dans la compréhension de ces biais et de comment le faire. Je suis très bullish d'ordre général sur le BTC, ça vous le connaissez, vous avez l'habitude, et justement je me force à aller contre mon biais, parce que c'est important de bien prendre ça. Et le fait de me positionner à l'inverse, donc avec la commande Alt-I sur TradingView, ça me permet d'avoir ce graphique-là qui est le BTC inversé, dans lequel, c'est très intéressant, on voit quoi? On voit deux niveaux de résistance qui sont très présents, le niveau de résistance présent au niveau ici de la zone du dernier top, d'accord, donc inversé qui était le dernier dip, et ensuite on voit que on a ici la nouvelle accélération, le retracement, nouvelle accélération, et là on a bien la zone de résistance qui est devenue une zone de support, et on le voit que ça fonctionne plutôt bien, on a vraiment cette réaction. Là quand on regarde quelque chose comme ça, on voit surtout qu'on a une structure qui est majoritairement haussière court terme, on voit qu'on a une structure qui est majoritairement baissière long terme, d'accord, donc ça veut dire que ici on est plutôt dans une démarche à avoir quelque chose qui fasse comme ça, malgré la zone de rupture ici, donc le fait d'avoir ici ce break of structure nous donne qu'on a potentiellement un top, et là ce qu'on pourrait attendre c'est en effet un retest, d'accord, c'est avoir un retest. Là on pourrait très bien se retrouver sur un second retest, plutôt présent ici de ce top là, d'accord, parce que là on pourrait dire que c'est tout simplement une extension pour une prise de liquidité, donc ça n'a pas forcément d'intérêt, donc on pourrait très bien aller retester potentiellement ici cette zone-là, qui serait donc les 20 000. Là ce serait tout à fait logique d'avoir une distribution en BCARST SO, et ne pas avoir d'UT, d'avoir un LPSI, et ensuite avoir une cassure baissière, d'accord? Donc ça pourrait être une démarche sans UT ici, parce que nous avons déjà une distribution qui est présente. Nous avons déjà une distribution qui est présente ici, en BCARST SO, UT, UTAD. D'accord? On a bien la mise en place ici de la distribution et la cassure présente, avec un retest ici, donc de la signe de force, de la signe de faiblesse, pardon, et ensuite avoir une cassure baissière. Bon, là je suis plus dans une démarche à vous prouver et à me prouver à moi-même que, en effet, on est bien dans une effective où on risque de monter un peu plus haut, parce que c'est logique ici, même si on n'a pas cassé le niveau là, il faudrait casser avant le break of structure, là pour l'instant on a juste un retest, effectif, on a juste un retest, on n'a pas de cassure réelle, il faudrait faire ce break of structure pour aller retester la partie haute et se dire ok, ici là on voit bien que c'est pas forcément un high qui est protégé, donc on est plus dans une démarche à se dire ok, bah, je suis plus quelque chose comme ça, et là je vais potentiellement avoir une entrée dans cette zone là pour rentrer et déclencher mon short, donc pareil, retest, cassure, retest, réintégration, donc là j'ai mon trigger et je peux continuer et accompagner le mouvement baissier. Donc c'est un petit peu l'idée, et c'est ça qui est important de garder en tête, surtout quand on regarde souvent, comme j'ai l'habitude de vous présenter, des visions qui sont court terme, où on voit bien que là on a eu un mouvement qui a été baissier et très impulsif, marqué ici par une rupture, et qu'on a bien un gap haussier dans lequel on attend ici potentiellement un retest. Ce qui sera en même temps logique, quand on regarde ici, on a une bougie là, on pourrait très bien avoir un petit retest pour avoir un début de cycle en fait haussier, qui serait du coup ici un cycle baissier,
d'accord, donc renforcement ici, avant d'avoir une continuité baissière, avec une target à viser dans les 20 000 si on suit justement cette analyse qui est présente là, avec une rupture de cette zone-là. Donc c'est assez intéressant comme concept, et ça va permettre de prendre un petit peu de recul et de se préparer aux différentes zones d'intervention que je vous ai donné dans la dernière vidéo. Alors, court terme et très court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est que on se retrouve vraiment dans une dynamique où on a mis en place un range, d'accord, un range qui se trouve ici. Donc on est vraiment dans une apathie, une zone de neutralité faible, où il n'y a aucun volume, où il n'y a aucun intérêt effectif, et que quand on regarde en 4 heures, on n'a tellement pas d'intérêt qu'on a un RSI qui peine toujours à dépasser les 25. On est à 30, hier on était à 26, c'est des bananes quand je vous ai fait la vidéo. Donc pour moi on est vraiment dans quelque chose qui est relativement faible, qui n'arrive pas à se décider. Il va falloir encore des jours, je pense, pour respirer. Et donc là ça veut dire qu'on risque d'avoir quelque chose qui va zoner pendant un certain temps, avant d'avoir un mouvement effectif, et ensuite d'avoir le véritable mouvement structurel. Et ça se voit aussi au niveau de l'open interest, où on a un open interest qui a reclaim une partie des 56, mais qui reste relativement faible, qui est redescendu à 53 tout de suite. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a bien ici la rupture, cette cassure baissière est vraiment une rupture qui est identique à celle qu'on a retrouvée ici au niveau de SVP, d'accord, la crise bancaire américaine. D'accord, on la voit bien ici, cette rupture. Avant de retourner sur une hausse, apathie, donc une zone d'apathie relativement longue, et ensuite on repart sur une augmentation. Donc là on est plus dans une zone d'apathie avant la cassure, donc on n'a pas eu cette réaction haussière très très forte du cours, malheureusement ça ne s'est pas fait, pareil ici ça ne s'est pas fait, donc ça sous-entend qu'on est certainement dans une zone de structuration avant d'avoir une continuité baissière, potentiellement le retest, je vous ai déjà donné les informations, mais pour moi s'il y a retest on ira chercher les 28 000, 28 500, 28 200, faire un petit retest avant d'avoir une cassure baissière, donc retest relativement agressif. Pourquoi agressif? Parce que quand on regarde les liquidations, on voit qu'on a quand même pas mal de liquidités en short, qui se trouvent jusqu'à 28 000, 28 600, d'accord? On a quand même beaucoup de short par rapport au nombre de longues. On a un petit peu de longues, mais c'est relativement faible, donc pour moi on serait plus dans la liquidation des shorts, donc casser les shorts, surtout qu'en plus on a des options qui sont dans les alentours des 28 000, donc ce serait tout à fait logique d'avoir cette accélération haussière pour ensuite faire le véritable mouvement, et casser baissier, à savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se placeront en long pour accompagner ce mouvement, et le mouvement baissier sera suffisamment fort pour liquider tout le monde, donc il va falloir faire très attention, parce que quand on est dans des dynamiques comme ça sous-entend qu'on est dans des dynamiques de manipulation, et donc il faut prendre beaucoup de recul. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour parler de IMX, la crypto de Immutable X, un acteur très important du gaming, et des NFT, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est techniquement assure.